pour Lucie ou la vocation, qui est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors, un roman donc, à deux voix, au rythme assez prenant, c'est-à-dire une fois qu'on est dedans, le livre est très accessible et on a envie d'avancer et de savoir évidemment ce qui va se passer. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un petit peu le sujet de votre livre sans trop en dévoiler? Bien sûr. Donc c'est l'histoire de Lucie qui a 18 ans, qui tombe amoureuse pour la première fois, et toutes ces premières fois qui sont, justement parce que ce sont des premières fois très singulières, celle-ci va l'emporter très loin, puisqu'elle tombe amoureuse du Seigneur et décide de devenir religieuse. Ça dévaste toute sa famille, et surtout sa meilleure amie qui s'appelle Juliette, et qui va décider de mener un combat. Alors vous imaginez bien, vous avez d'un côté l'Église versus Juliette, donc l'autre, voilà. C'est assez inégal comme combat, mais pourtant Juliette va essayer, parce qu'elle ne comprend pas. Juliette n'a pas la foi, elle n'est pas croyante. Et c'est pour elle très difficile de comprendre que son amie, à 18 ans, au XXIe siècle, abandonne tout, se donne complètement à Dieu. Et donc ça va être ce face-à-face constant entre les deux jeunes filles, qui vont parfois penser l'une à l'autre plus qu'elles ne vont se parler. Et Juliette va venir la voir, va lui écrire, va essayer de mener cette lutte. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Lucie va découvrir quelque chose, il va se passer quelque chose dans ce couvent qui va mettre à mal sa vocation. Et la question qu'elle va se poser, c'est est-ce qu'elle part ou est-ce qu'elle reste? Est-ce que quand on est rentré à 18 ans et que les années ont passé, peut-on partir? Est-ce facile? Est-ce une nécessité? Voilà. Alors dans ce récit à deux voix, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux typographies. C'est-à-dire que la voix de Lucie, elle est dans l'écriture standard, normale, toute droite, et l'écriture de Juliette, la meilleure amie, est en italique. Et on a l'impression que c'est presque une sorte d'intrusion, comme une voix qui vient s'immiscer. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que vous ne prenez pas parti dans le roman, on a vraiment ces deux voix. On a deux points de vue. On a d'un côté la volonté de Lucie, la volonté de la congrégation, le discours qui est tenu, puis de l'autre côté, il y a celui des autres. De leur incompréhension, et on passe comme ça de l'un à l'autre. C'est vraiment au lecteur d'avancer, de se forger sa propre opinion, de déchiffrer ce qui se passe. Oui, en fait, pour moi, Juliette, c'était à la fois une respiration dans le texte, parce que c'est un univers assez étouffant. C'était aussi votre regard, le mien, celui de tous ceux qui a priori, ne sont pas dans un couvent et ne comprennent pas, ont peut-être des questions s'ils connaissent quelqu'un. C'était une manière de créer une distance et aussi de faire avancer l'histoire. Parce que, en fait, d'écrire un personnage sans parler de son passé, c'est compliqué. Lucie ne pouvant pas, comme on demande à Lucie de gommer toutes ces pensées qui ne sont pas spirituelles, pour n'avoir que des pensées donc spirituelles, ne pas penser à son enfance, à son adolescence, à sa famille. On leur dit pour être de bonnes religieuses, de religieuses accomplies, il faut que vos proches ne vous reconnaissent pas. Et donc Juliette, c'était cette proche qui vient, cette intrusion. C'est presque comme un virus qui entre dans le couvent, et d'ailleurs qu'on ne va pas tolérer très longtemps. Elle entre et elle apporte au fond à chaque fois un peu d'air de l'extérieur et des souvenirs de Lucie. Et ça permettait aussi d'éclairer, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, d'éclairer le personnage de Lucie. Juliette va aussi être le garant du tour qui passe. Oui. Puisque Juliette, elle continue à vivre et sa vie avance, alors que pour Lucie, elle allait plonger dans une sorte de stase, c'est-à-dire que le temps ne passe plus. Enfin, elle est là, elle est bloquée, les années défilent, et pour elle, finalement, les choses changent assez peu. Sauf son corps. Sauf son corps, voilà. Alors, l'image du corps de Lucie, on peut peut-être en dire un mot. Lucie, à la fois, s'efface en tant qu'identité. D'ailleurs, Lucie, elle devient Marie-Lucie. Elle oublie ses souvenirs, elle s'isole par rapport à sa famille, et son corps, à l'inverse, ne devient plus le sien, il lui échappe complètement. En fait, c'est parti d'une idée, d'une réalité qui est que dans les cellules, vous avez des miroirs. Et je ne comprenais pas l'intérêt d'un miroir dans une cellule, étant donné qu'une religieuse ne se maquille pas. Pour s'habiller, elle ne peut pas mettre sa robe de travers, c'est pas possible. Je ne comprenais pas, si ce n'est... La seule chose que je voyais, c'était que le miroir leur envoie jour après jour l'image de ce qu'elles ne sont plus. On voit cet effritement, cette espèce d'émiettement de soi. Et ce que je trouvais intéressant dans le fait de faire grossir les religieuses, elles sont gavées,
c'était par rapport à la société actuelle, ce qu'on demande aux femmes. On nous demande, je dis aux femmes parce qu'on le demande surtout aux femmes, parce que là, d'être dans cette espèce de volonté, cette quête de perfection. Il faut être mince, il faut être belle, il faut être bien coiffée, il faut être bien habillée, selon les modes, selon les critères, ce qu'on demande beaucoup moins aux hommes. Et cette vue d'elle-même, le gras va envahir son corps. Et plus elle grossit, plus elle voit évidemment Juliette mince. Alors Juliette change avec les années, mais pas tant que ça. Et cette espèce d'emprise du gras sur elle, c'est aussi une manière de la lester dans le monde dans lequel elle est. Alors qu'en fait, c'est au moment où on leur demande d'être les plus éthérées possibles pour finalement atteindre le Seigneur, elles sont grasses. Elles sont grasses et au fond, ça ne devrait avoir aucune importance, son apparence physique. Elle devrait ne plus s'en soucier, mais c'est pas tout à fait le cas. Alors les descriptions sur le corps sont assez régulières dans le roman, elles sont assez violentes. Je vais lire un extrait de la page 97, donc on parle de Lucie. Elle s'est observée dans le miroir ce matin, et son nouveau corps l'a surprise, pourtant elle sait qu'elle a grossi. Tout en elle s'est élargi, empâtée, elle est grasse, et n'a plus la moindre importance. Elle ne se soucie plus de son enveloppe charnelle, elle a 27 ans et se sent si vieille. Ses cheveux coupés ras tombent par poignées, comme une mue, peu importe les tonsures, puisqu'elles sont masquées par le voile. C'est terrible, hein, Et en fait, elle va passer son temps à se répéter que ça n'a aucune importance. Peu importe, elle n'est plus là pour séduire, elle est l'épouse du Seigneur, elle s'est déjà donnée. Ça n'a plus rien elle n'en a plus rien à faire. Sauf que c'est faux, on ne peut pas... Enfin, ça c'est mon opinion réelle. Je pense qu'on ne peut pas s'oublier complètement, même si on leur demande de s'oublier. Alors, on leur demande de s'oublier physiquement, on leur demande de s'oublier par rapport à la générosité, psychologiquement. Et puis, alors moi, il y a quelque chose qui me pose question, c'est que ces femmes ne parlent pas. Et le langage, c'est quand même le propre de l'humain. Donc, à la fois, on se pose la question du sens qu'on donne à sa vie, comment se réaliser, comment devenir soi. Lucie nous parle souvent des rêves que son père a eu pour elle, vous parlez du destin fabuleux qu'il a rêvé pour elle. Et puis de l'autre côté, mais comment peut-on être soi quand on n'a pas de langage ? C'était toute la question. Et en fait, c'est toute la question du livre. C'est pour ça que j'ai écrit. C'est essayer de comprendre comment une jeune femme, au fond, peu importe qu'elle soit très jeune, si ce n'est que quand on a 18 ans, on a une ouverture, on a le monde devant soi, la vie devant soi. C'est un univers de tous les possibles, un moment de tous les possibles qu'elle va finalement rompre. Et comment peut-on vivre dans une telle solitude, puisqu'en fait on est avec ses sœurs, mais on ne peut pas leur parler, on ne peut pas échanger. Les seuls moments d'échange sont des échanges théologiques. Rien ne doit entraver cet échange-là. Donc oui, le propre de l'homme c'est le langage, mais c'est aussi les souvenirs. Et on lui demande de couper court, de briser ce lien. Ces réminiscences ne doivent plus exister. Et évidemment, elles existent. Et elles vont quelque part lui pourrir la vie parce qu'elle va, ce combat contre elle-même est le plus difficile à mener. Et elle a à la fois, elle est réellement, c'est un choix qu'elle a fait en son âme et conscience, elle est vraiment heureuse d'être là. Mais comment, au fond, elle veut être exceptionnelle, elle veut une vie extraordinaire. Elle a voulu plaire à son père, mais son père est mort. Et elle s'est imaginée que c'était aussi, qu'il attendait d'elle qu'elle fasse un choix extraordinaire. Ce choix l'est. Mais au fond, est-ce qu'elle est si extraordinaire que ça, si au quotidien, elle est abîmée par ces réminiscences, par cette image d'elle-même qui finit par la hanter, et par ce qu'elle va faire aux autres, au fond. Elle va poursuivre ce combat contre les autres aussi. Et donc c'est très compliqué. Et c'est aussi, je pense, quand on est face à soi-même, et à quel moment peut-on être plus face à soi-même que dans la solitude? Comment faire? Donc le langage, on le trouve autrement. Il s'exprime autrement. Alors par rapport à justement ce que Lucie fait aux autres, le comportement qu'elle a vis-à-vis des autres, il y a quelque chose qui est d'actualité dans ce que vous racontez, c'est que ce qu'elle vit ressemble finalement à une forme d'embrigadement. Elle a d'abord une amie, Mathilde, qui vient la télescoper, et puis l'inviter, la faire rentrer tout doucement dans cette congrégation. Et là où il y a quelque chose de malsain qui se passe, c'est plus Lucie va se couper des autres, plus on l'encourage, plus on la félicite. Par exemple, avec sa mère, elle pense lui faire du mal et elle s'en veut, et on la convoque pour la féliciter
de s'être éloigné de sa famille. Oui, en fait, on leur demande de ne plus se ressembler. Et si on ne se ressemble plus, les autres ne vous reconnaissent plus. Et la meilleure preuve, c'est que votre propre mère ne vous reconnaisse plus. Et qu'au fond, vous la trahissiez en ne lui parlant plus. On revient sur le langage. Si on n'échange plus avec autrui, qu'est-ce qu'il se passe? À partir de quel moment la communication démarre? Il y a les regards, il y a ce qu'on dit, il y a le corps, justement, ce qu'il traduit et là où il nous trahit. Mais elle va rompre le lien avec tout son entourage petit à petit. Sauf, alors sa mère va aussi lutter d'une certaine manière, mais c'est trop douloureux. Et finalement, c'est Juliette qui est la seule qui va continuer. C'est la seule qui va finalement tenir ce lien très ténu, cette corde qui s'effiloche au fil des ans entre elles. Alors le désœuvrement, le désespoir de la mère de Juliette sont des éléments très touchants de votre roman. C'est quelque chose que... Il y a une dédicace dans le roman à la fin, dans les remerciements, vous parlez d'une jeune femme qui est revenue dans notre monde. Ça touche quelque chose que vous avez vécu? Oui, alors, en fait, c'est une expérience que j'ai vécue. À la base, on pourrait imaginer que je suis Juliette, puisque j'ai une amie, une de mes très grandes amies, qui a fait ce choix à 18 ans. Et j'étais dans l'incompréhension et dans un chagrin absolu, un sentiment d'abandon face à ce que je ne connaissais absolument pas, n'étant pas croyante. Et la question justement de la foi, pourquoi, comment peut-on, aussi jeune, tout abandonner, que l'on fasse ce choix plus tard, une fois qu'on a eu des enfants, que l'on a vécu, que l'on peut, à ce moment-là, on imagine que l'on peut apporter aux autres quelque chose, toutes ces personnes qui vont venir faire des retraites. Là, je me disais, à 18 ans, mais qu'est-ce qu'elle peut apporter aux gens qui viennent la voir? Elle n'a aucune idée de ce qu'est la vie conjugale, de ses difficultés, de la maladie. Elle n'a pas vécu grand-chose. Et en fait, pendant 20 ans, cette histoire m'a hantée et ces questions m'ont hantée. Parce qu'au fond, la question, c'est est-ce qu'il est écrit quelque part que pour être heureux, il faut absolument être dans la vie civile, avoir un compagnon de chair, peut-être des enfants, une profession qui vous plaise ou pas d'ailleurs, peu importe, être dans la vie celle que l'on connaît. Et au fond, je me disais, peut-être que j'ai tort, peut-être que le bonheur, en fait, moi je suis peut-être beaucoup trop au fond dans les clous, et peut-être que le bonheur peut se trouver ailleurs. Et c'était cette question-là, d'essayer de comprendre l'autre. À la base, pour moi, c'était un livre, une forme de respect, se dire jusqu'où je peux aller pour comprendre l'autre, pour comprendre ce choix où je n'ai pas les clés, au fond, dans ma boîte à outils, je n'ai pas les bons outils pour la comprendre, puisque je n'ai pas ce langage-là, je n'ai pas le langage religieux. Et donc c'était pour moi cette traversée, en fait, presque du miroir, d'aller vers elle. Et il a fallu qu'elle sorte du couvent, que cette amie sorte. C'est horrible, voilà, c'est ça. Il a fallu qu'elle en sorte pour avoir les éléments que vous ne pouvez absolument pas obtenir parce que j'ai essayé de les obtenir autrement et je ne les avais pas, sur la logistique, tout simplement. Comment se déroule leur vie quotidienne. En plus, ça dépend des congrégations, ça dépend de plein de choses. Et une fois que j'avais les éléments, on va dire de base, je pouvais construire mon récit. Et là, il s'est construit en fait tout seul, en très très peu de temps. C'est un roman finalement que vous avez maturé pendant une vingtaine d'années. Oui, et puis surtout, je me suis rendu compte, je pense que c'est mieux qu'une psychanalyse, en tout cas moins efficace parce que c'est beaucoup plus long, mais au fond, en l'écrivant et en le publiant, je m'en suis totalement délivrée et l'histoire ne m'appartient plus du tout. Et ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est que j'ai rencontré dans un salon une jeune femme qui l'avait lu et qui m'a parlé de la fin, dont je ne vous parlerai pas, en me remerciant de ce que j'avais écrit à la fin et en me parlant d'une fin qui n'est absolument pas celle qui est écrite, mais qui n'a rien à voir avec celle qui est écrite. Et ça m'a beaucoup amusée parce que je me suis dit, donc elle a vu à mon visage que j'étais un peu surprise, donc elle me dit c'est pas ce que vous avez dit, je lui dis si. De toute façon, si vous l'avez lu, c'est que, si vous l'avez compris comme ça, c'est que c'est cette fin-là. Et j'ai en fait touché du doigt le fait que le livre ne m'appartient plus du tout, cette histoire ne m'appartient plus, et au fond, le lecteur il met ce qu'il veut derrière. Alors peut-être aussi que ça fait partie de la structure du livre, c'est-à-dire du fait que l'on a deux voix qui ont une vision des choses complètement différentes, parce que Lucie pense que Juliette est contente de la voir, alors que Juliette on est malade de voir son amie d'avoir finalement devenir autre, de lui devenir complètement étrangère. Il y a vraiment deux discours. Et c'était aussi une manière de ne pas prendre parti, et que ça ne soit pas un livre. Écrire un livre à charge contre l'Église, à la limite, c'est presque trop facile. Et c'était pas du tout le but. C'était justement d'essayer de garder cette objectivité et de me mettre
le plus possible dans la peau de Lucie pour comprendre à la fois ce changement physique, psychologique, ses doutes, et en même temps ses grands bonheurs, qui, au fond, je l'avoue, m'échappent totalement. Je ne les mesurais pas avant de les écrire, puisque là, justement, la merveille de l'écriture fait qu'on a l'impression d'avoir vécu cette aventure. Alors, comme le lecteur se fait son propre chemin, il déchiffre lui-même, il essaie finalement de prendre parti, puisque vous ne prenez pas parti, hein, vous donnez vraiment les deux versions, l'intérieur, l'extérieur, et puis on suit le parcours qui nous plaît. Moi, j'ai vu les mécanismes de l'embrigadement. J'ai vu comment la voix de Juliette devient de plus en plus petite dans le livre, comment elle disparaît, comment il y a cet encouragement à s'être isolé, comment les paroles aussi sont biaisées. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on va au bout du livre, on se sent presque vacciné contre une forme d'embrigadement. On se dit, moi, si ça m'arrive, je vais voir le coup venir. Enfin, j'espère. Oui, c'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on se dit. Et en fait, ce qui m'intéressait dans l'embrigadement, c'était de partir du principe que finalement, que ce soit un couvent, que ce soit n'importe quelle société fermée, c'est un microcosme social. On a les mêmes travers que dans notre société. Ces femmes-là ne sont pas plus bienveillantes que celles que l'on trouve à l'extérieur. Curieusement, c'est pas ce qu'on imagine en les voyant. Et tout dépend de la mère supérieure. C'est elle qui donne le là sur cette structure qu'elle dirige. Et en fait, le couvent, pour moi, c'est comme une boîte en verre. On a l'impression que l'on peut voir de l'intérieur ce qui se passe à l'extérieur, et l'inverse est vrai. Et en fait, c'est du verre sablé, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, on voit la lumière, on a cette impression de réalité qui est fausse, puisque essayez d'entrer dans un couvent et vous verrez, très rapidement, les portes se ferment. Donc l'idée de l'embrigadement, c'était aussi de montrer comment, au fond, Lucie va être quelque part déçue. Elle était dans un monde élitiste avant, elle était dans une des plus prestigieuses Hippocagnes et Cagnes parisiennes, où on leur a expliqué qu'elle faisait partie de l'élite de la France. Et de cette élite-là, elle souhaite passer à une autre élite, une élite plus intellectuelle, plus précise, plus théologique. Et elle se dit qu'elle va toucher du doigt ce dont elle a toujours rêvé. Mais elle était embrigadée en Hippocagne, en Cagne, embrigadée, le terme est un peu fort, mais elles étaient quelque part sadisées par des profs qui ont besoin de résultats extraordinaires pour être dans le haut du pavé. Et au fond, c'est la même chose, parce que c'est notre société. Et en fait, ça n'est pas un livre à charge contre l'Église, mais c'est un livre à charge contre le pouvoir et contre l'orgueil. Et l'orgueil, l'un des premiers péchés capitaux, je crois, largement développé dans le roman. L'orgueil va complètement influer les décisions que Lucie va prendre jusqu'à la fin. Bon, pas la fin, mais c'est l'orgueil qui va devenir la première motivation et pas la spiritualité finalement. Non, mais parce que je pense que c'est impossible, tout simplement parce qu'on est des êtres humains et qu'à un moment donné, on a besoin d'exister aussi, d'abord pour soi-même, face aux autres, et qu'à un moment donné, quand on vous propose le pouvoir, qu'en faites-vous ? Voilà. Est-ce que vous décidez de changer les choses, d'abord de le prendre ou pas, de changer les choses ? C'est la grande question. Est-ce que finalement, ce roman pose des questions sur le sens qu'on veut donner à sa vie, sur... Tout à fait, sur par exemple, où trouver le bonheur ? Est-ce que le bonheur est forcément... Et moi, c'est une question que je me suis posée, et je pense que la réponse est non. Le bonheur n'est pas forcément dans une vie classique, dans une vie maritale, conjugale, avec des enfants, dans une vie dans l'idée de carrière. On peut tout à fait trouver le bonheur autrement. Et pour moi, il faut une grande force, une grande volonté, une force mentale pour justement sortir de ce trajet, de ce cheminement classique, de ce qu'on attend de vous. Et sortir des clous, c'est ce que va faire Lucie. Et pour moi, c'est un personnage extrêmement rebelle, au fond, parce que même si elle se retrouve dans un milieu très fermé, où, au fond, on va lui imposer un rythme qui ne sera jamais le sien, elle aura fait ce transfert, ce changement. Elle sera passée dans un autre monde. Et ça va être pour Juliette une ouverture formidable sur le monde, parce qu'elle va découvrir autre chose. Et c'est elle qui va, au fond, cheminer beaucoup plus et aller plus vers l'autre. Alors, tout à l'heure, on aura un petit temps d'échange si vous avez des questions éventuellement à poser. Vous êtes éditrice ? Oui. Chez Albert Michel ? Oui. Bien ça. Publié chez Louise d'Ormesson. Comment ça se passe ? Vous êtes éditrice et puis vous êtes de l'autre côté. Est-ce
qu'en écrivant, vous vous êtes interrogé, vous avez dit ah non, ça je vais pas le faire parce que je sais que ça passe pas Pas du tout, parce qu'au moment où j'ai écrit le livre, je l'ai pas écrit pour être publié. J'ai écrit cette histoire parce qu'elle prenait trop de place. Et puis parce que je trouvais très très romanesque cette idée de... D'abord tout simplement, j'étais pas, pour être tout à fait honnête, j'étais pas certaine d'y arriver. Je savais pas si j'étais capable d'écrire une histoire. Je suis capable de reprendre des textes, de guider des auteurs, de les aider. Je fais ça depuis maintenant 17 ans, donc je sais que je le sais faire. Mais il y a une grande différence entre travailler sur un travail qui existe et partir de rien et vous dire maintenant racontez-la votre histoire. Donc je n'étais pas du tout certaine que mon histoire allait aboutir, mais je me disais c'est quand même très intéressant. Dans une boîte en verre, je mets des femmes qui n'ont pas le droit de se parler, donc il n'y a que des femmes, pas de tentation autre. Alors qu'est-ce que je fais de cette tentation-là? Et je mets une hiérarchie, un ordre très très strict, très austère. Qu'est-ce qui se passe? Le cocktail peut être détonnant. Je ne peux pas raconter une histoire où tout va bien parce que ça n'a juste aucun intérêt. Voilà. C'était aussi l'idée. Et donc quand j'ai mené à bien mon histoire, quand j'ai terminé la dernière, quand j'ai vraiment terminé la dernière page, je me suis dit maintenant je vais l'envoyer, on verra bien. Alors il n'était pas question que je l'envoie, je confie le texte à mon patron parce que c'était trop simple. Et puis je trouve que voilà, on ne publie pas là où on travaille. Et pourtant, vous le remerciez. La première dédicace d'Alexandre, c'est d'Alexandre. Oui, mais ça c'est mon compagnon. Ça c'est mon compagnon qui, tout le long de l'écriture, me disait alors à qui tu le donnes, à quelle maison d'édition, à quel journaliste, comment tu vas faire. Et en fait, je trouvais ça totalement angoissant, inhibant. Et on s'est beaucoup disputé. D'ailleurs, à ce moment-là, je disais mais laisse-moi finir mon histoire, on verra bien, on verra bien. Et non, je pensais à Francis Esménard. Non, je ne voulais pas du tout être Chalba Michel parce que je connais toutes les coulisses et que je sais à quel point ça peut être douloureux quand on est éditeur et auteur aussi dans une maison. Parce qu'on sait tout ce qui se passe et que quand on est éditeur, on protège ses auteurs. On ne leur dit pas tout. On les aide aussi. Si par exemple le livre ne se vend pas, on ne va pas le dire comme ça. Parce que ça peut être cruel. Si on n'a pas un papier, voilà. Et quand on travaille dans les maisons, on sait pourquoi on n'a pas le papier et on sait pourquoi le livre ne se vend pas. Donc, on vit d'être un vrai auteur avec un vrai traitement. Par contre, j'ai cru comprendre avec les remerciements que vous avez passé par différentes phases de lecture, de relecture, d'échange quand même avec... Ah oui, non mais c'est très compliqué d'écrire un livre, surtout quand on travaille sur ceux des autres tout le temps. C'est ce qui m'a longtemps empêché d'écrire. Et parce que c'est drôle, en fait, on m'a souvent dit non mais en fait c'est plus facile pour vous d'écrire, ça va, vous êtes éditrice, vous savez faire. Mais en fait, oui, je sais comment on construit une histoire, en effet. Je sais comment rattraper des fondations d'une histoire qui est un petit peu de travers, où il faut la remettre sur pied, ça je sais faire. Mais d'écrire une histoire en partant de rien, d'écrire mon histoire, et surtout, je n'ai aucune idée au moment où je l'écris de ce qu'elle vaut. Je sais que c'est pas mauvais, mais je sais pas si c'est bien. Il y a une grande différence entre mauvais et bien. Et c'est là où c'était assez joli d'ailleurs, parce que c'est là où j'ai vraiment compris à quoi moi je servais à mes auteurs. J'ai d'abord compris un petit peu mieux leurs inquiétudes, même si en les voyant, quand même, les subissant au fond tous les jours, j'en avais une petite idée. Mais là, oui, c'est autre chose. On ne sait pas. D'abord, ça me faisait penser quand j'étais lycéenne qu'il fallait écrire des dissertes. Et que mon père me lisait en vérifiant que j'avais bien, enfin plutôt collégienne d'ailleurs, et qu'il lisait, il me disait mais tu crois que tu as dit ça mais tu ne l'as pas dit, c'est pas clair. Et on ne sait jamais, on n'a aucune objectivité face à soi-même. Et puis c'est comme dans la vie de tous les jours, on ne se voit pas comme on est réellement, mais comme on est entravé par ce qu'on imagine de soi. Donc c'est une mise à nu qui est compliquée. Donc pour moi, il me fallait des lecteurs. Donc j'ai mon petit comité de lecture personnel. Et vous remerciez votre famille pour les différentes lectures. Votre famille connaît l'histoire avec Aurélie. Comment ils ont reçu ce récit finalement? Ils l'ont plutôt bien reçu. En fait, ils ont été très touchés. Ils ont eu du mal à faire la distinction entre la réalité et la fiction. Donc j'ai eu des appels, dont une amie très très proche en larmes, me disant mais j'avais pas conscience à quel point tu avais souffert, j'avais pas conscience, je savais pas qu'elle avait vécu ça. Je disais mais ça c'est de la fiction, ça n'est pas la réalité.
Donc les très proches ont eu cette difficulté-là, et les très proches ont une immense préférence pour Juliette. Tous. Et trouvent tous Lucie absolument insupportable, ce que je comprends. Et cette jeune femme, Aurélie, a-t-elle lu le roman? Bien sûr, elle était au courant du projet, elle l'a lu. Elle a voulu lire à la fin. Elle n'a pas voulu lire au moment où je voulais lui montrer des... Je voulais qu'en fait on avance quelque part ensemble. Et en fait, elle m'a fait le plus beau des compliments. Elle m'a dit que c'est comme si pendant 20 ans, j'avais été assise sur son épaule, comme un petit démon. Et qu'au fond, j'avais entreaperçu ce qu'elle ne voulait pas montrer. Voilà. Donc j'étais très contente. C'est une belle preuve d'amitié aussi. Aussi. Peut-être que certains souhaitent réagir, poser des questions. Moi, je veux savoir, vous êtes encore amis? Nous sommes encore amis, bien sûr. Parmi toutes ces femmes, il y a un homme. Oui. Alors au début, je voulais en fait écrire un livre avec que des femmes. Je me disais, il faut que ce soit comme dans le couvent, que des femmes, et on oublie les hommes. Mais l'homme, le jésuite, le père Simon, ce qui me plaisait, c'était qu'en fait, je semais le trouble en mettant un homme dans cette congrégation. Et en plus, il a un rôle double parce qu'il est à la fois, au fond, le père de substitution de Lucie, puisque c'était un ami de son père. Il l'a très bien connu. Au fond, il est donc cette figure paternelle, figure un peu d'autorité, d'autorité et d'érudition. Et en même temps, c'est le seul homme qui l'approche, c'est le seul homme dont elle sent, dont elle peut toucher la peau, dont elle va sentir le parfum, et où il y a ce trouble physique qui est extrêmement dérangeant parce qu'elle ne sait pas quoi en faire, pardon, et on ne leur apprend pas comment gérer cette partie-là de leur vie. Donc il est à la fois, il est très ambivalent. Et il joue un rôle très ambivalent d'ailleurs, très, très compliqué dans la structure. Il est peut-être beaucoup moins d'ailleurs bienveillant qu'on imagine. Et il m'a, pour être très honnête avec vous, totalement échappé. C'est-à-dire qu'à l'origine, quand je l'ai créé, il était le repère, le guide, et c'était le protecteur de Lucie. Je me disais, elle va la voir, il va l'aider, il va la guider. Il m'a vraiment échappé parce qu'en fait, il est beaucoup plus trouble. Beaucoup plus trouble et sans doute plus... Oui, je dis oui, il n'est pas du tout bienveillant. Il la rattrape à chaque fois qu'elle veut s'échapper, en fait. Et au fond, elle échappe. Oui, et il représente, mais quelque part, il représente l'Église. Alors, en fait, pour tout vous dire, il représente la partie la plus lumineuse de l'Église, parce que les jésuites m'ont toujours fascinée. Et c'est cette partie tellement intéressante, tellement, lumineuse. Il est lumineux, mais il est l'Église, donc il n'a aucune raison de la laisser s'échapper. Donc il va, à chaque fois, c'est vrai, essayer de la récupérer. D'ailleurs, il s'inscrit toujours dans une hiérarchie. Quand il s'adresse à elle, il lui parle du Vatican, du nonce. Oui. Donc il reprend tout de suite ce statut, finalement, et lui aussi il coupe le côté humain. Sauf une fois. À un moment, il va en jouer. Ça va être... oui, c'est sur l'emprise, ça va être une manipulation. C'est comme des poupées russes. Mais à la fin, sans dévoiler, il y a une sorte de vengeance de votre part, parce qu'il y a un grand cynisme quand même à la fin. Ce n'est pas de la vengeance, c'était... Alors, non, ce n'est pas de la vengeance, c'était... D'abord, je pense qu'en fait, je suis beaucoup plus sombre. Je me suis découverte beaucoup plus sombre que je n'imaginais. D'abord, je ne voulais pas écrire la fin qu'on attendait de moi. D'abord, pour tout vous dire, je ne voulais pas qu'il y ait une histoire, je ne voulais pas parler d'homosexualité parce que quand moi j'ai raconté cette histoire, on en a systématiquement parlé et ça m'a agacée. Qu'il y en ait ou pas, ça ne me regarde pas, c'est pas une partie dont j'avais envie de parler. Je préférais rester dans ce trouble étrange, par rapport au Père Simon. Et la fin, je voulais surprendre. Je ne voulais pas que ce soit la fin qu'on attendait, et en même temps, je voulais une fin un peu ouverte. La preuve, elle est plus ouverte que je le pensais, puisqu'on a compris l'inverse de ce que j'ai écrit. Donc peut-être que j'ai raté mon coup d'ailleurs, j'en sais rien. Au début de l'interview, vous parlez de cette obligation qu'ont les novices de tirer un trait sur tout leur passé, leur mémoire. Alors, est-ce que vous avez travaillé sur la mémoire et est-ce que vous pensez qu'on peut enlever des choses de notre mémoire? Ça a été ma grande question. Peut-on
gommer ce qu'on a été. On est fait de nos réminiscences, c'est ce qui nous constitue. Et non, je ne pense qu'on ne peut pas. Je pense qu'on ne peut pas, mais ça c'est mon opinion et je n'ai pas passé 10 ans comme Lucie dans un couvent où on me demande de surveiller chacune de mes pensées. Et je pense, et ça c'était aussi ce que plusieurs religieuses, parce que j'ai plusieurs amies qui sont religieuses, m'ont confié au début. Après, elle n'en parlait plus. Elle me disait, c'est terrible ce bavardage permanent avec soi-même. On se met comme on ne peut plus échanger avec l'autre. On bavarde, mais on ne bavarde pas, on bavasse, on parle de tout et de n'importe quoi. Et on n'arrive pas à se taire, à faire taire cette petite voix. Mais ça, ce qui m'a amusée, c'est qu'au fil de leur vie religieuse, comme j'en connais plusieurs, elles ne m'en ont plus jamais parlé après. Et je me suis dit, en fait, c'est là, le point nerveux, il est là. C'est qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas faire taire cette voix. Et je n'ai pas envie de croire qu'on puisse la faire taire, parce que si on ne peut pas la faire taire, je trouve que c'est toute notre humanité. C'est aussi, ce serait très injuste de se dire, au fond, il suffit que je change de vie, je change de cadre, et le reste n'a pas existé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a eu une vie, on a eu des proches, on a eu des conflits, c'est toute une éducation, c'est toute une histoire familiale, on est fait aussi par rapport à nos ancêtres, par rapport à notre nom, par rapport... Le nom, c'est une identité, et on leur change leur nom. Donc il faut quand même pouvoir se rapprocher à quelque chose. Donc non, moi je ne pense pas que l'on puisse vivre sans mémoire. J'ai eu l'impression dans le roman que les souvenirs étaient transposés, réinterprétés. Par exemple, la fêlure du concours de l'ENS. Lucie n'arrive pas en Cagne à obtenir ce fameux concours qui est très élitiste, hein, c'est 40-50 personnes par an qui sont reçues, et elle le transpose plusieurs fois, ça revient dans le roman, j'ai échoué à l'ENS, je ne peux pas rater là, comme si c'était finalement la continuité ou une sorte d'éternel retour et une nouvelle chance par rapport à ce concours de l'ENS, comme si elle n'avait pas fait le deuil de ce concours. Elle pêche par excellence, et c'est ce qui va l'abîmer terriblement, c'est de justement... Parce que je pense qu'on peut... Au moment où Lucie fait le choix de devenir religieuse, elle y croit réellement, elle est réellement amoureuse du Seigneur, et on ne peut pas se donner corps et âme si on n'y croit pas, c'est pas possible, on ne tient pas. Et donc elle est convaincue de son choix, mais en même temps, c'est un être humain, et je pense que les choix que l'on prend dans notre vie, quels qu'ils soient, sont toujours motivés par 1001 petites raisons. Et c'est l'orgueil aussi de se dire, j'ai raté, combien d'échecs dans ma vie, si je retranscris ça sur une ligne, combien de lignes heurtées je vais avoir, de points comme ça, de ratés. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez un thème de deuxième ouvrage ? Il est écrit, déjà. Il est chez l'éditrice, déjà. Dans cet univers, non, pas du tout. Ah. Le seul élément commun, c'est qu'il s'agit encore d'une histoire de jeune femme. Oui, un petit peu plus jeune. Mais c'est pas du tout. Non, là, on passe un peu au judaïsme. Je change. À peine. Mais c'est toujours sur l'identité, sur ce qui nous définit, et justement sur la mémoire. Sur ce qui fait que, voilà... sur l'image de soi, et au fond c'est toujours l'histoire du miroir, l'image que l'on a de soi et quelle est l'image que l'autre a de moi, voilà. Et quelle image j'ai envie qu'il ait de moi, surtout, d'essayer de contrôler ça. Donc, il y a quelques points communs, mais pas tellement. C'est un roman qui devrait sortir dans combien de temps ? On est en train d'en parler, justement. Donc ce serait 2018, mais alors quand, ça, c'est entre les mains de l'éditeur. Je laisse faire. Je ne suis pas l'éditrice de ce texte, donc je laisse faire. Merci beaucoup. Merci à vous.